Bonjour, c'est Atemi. Bonjour Carole. Bienvenue sur ce plateau. Vous remplacez ce matin Stéphane Arino-Rosso, empêché. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour Hector Hugues Zogo. Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole Olaye, je vous souhaite mes meilleurs vœux sur ce plateau, puisque c'est la toute première fois qu'on se retrouve en début de cette année 2026. Bonjour également à cette Atemi, je vous souhaite une heureuse année. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs et puis à tous les auditeurs de Diaspora FM qui sont à l'écoute. C'est une bonne année. Belle année Il nous force à sacrifier à la tradition oui, sur ce plateau. Belle année à chacun, belle année à tous et qu'on puisse avoir la santé et beaucoup de succès. Merci, c'est Atemi. Bonne année, très belle année également à tous nos téléspectateurs. J'y arrive, amis auditeurs de la 102.3 et également amis internautes. Alors c'est parti pour le premier sujet à aborder sur ce plateau, expulsion croisée de personnel d'ambassade Bénin-Niger. La tension monte à nouveau. Alors, c'est Atemi, j'ai bien envie de demander pourquoi parle-t-on d'une tension qui monte? Parce qu'auparavant, il y avait déjà eu des tensions, qu'ils vous souviennent lorsque la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger était survenue. Il y avait déjà eu des tensions il y a quelques petites années qui, on va dire, ont connu une sorte d'accalmie après les interventions des différents anciens présidents de notre très cher pays, le Bénin. Il y a eu une sorte d'accalmie, mais là maintenant ça... Mais est-ce qu'on doit parler de tension ou d'une rupture diplomatique? On va dire que la tension, cette fois-ci, prend une allure diplomatique, puisque ce sont au niveau des ambassades qu'il y a des actions cette fois-ci. L'ambassade du Bénin au Niger serait fermée ou sera fermée à partir de ce jour. Et de l'autre côté, au niveau béninois, il y a des diplomates nigériens dont les fonctions sont suspendues. Donc on va dire que la tension prend une allure diplomatique parce que jusque-là, ça avait été des tensions qui avaient été affichées au niveau, on va dire, exécutif. Quand l'État nigérien décide, par exemple, de fermer sa frontière avec le Bénin et ne veut pas la rouvrir, c'est au niveau exécutif que cela se passe. Les différentes démarches diplomatiques, les différentes démarches de dialogue pour que les uns et les autres puissent revenir à de meilleurs sentiments n'ont pas pu porter véritablement fruit. Et donc les choses sont restées quelque peu de la façon dont elles sont restées depuis. Et maintenant, on décide d'aller sur un front diplomatique. Et vous et moi savons un peu pourquoi les événements du 7 décembre dernier au Bénin en sont pour quelque chose. Et donc, bon, ça prend une allure diplomatique cette fois-ci. On va voir si au niveau des différentes diplomaties, que ce soit celle nigérienne ou encore celle béninoise, on pourra, dans les discussions, pouvoir régler les problèmes pour qu'on puisse revenir à ne serait-ce que l'accalmie qu'on avait jusqu'à présent. Parce qu'il ne serait pas bien que des pays qui soient voisins, qui soient frères, qui soient directement limitrophes, puissent avoir autant de problèmes, autant au niveau de l'exécutif qu'au niveau de la diplomatie, parce que cela répercute directement sur un point de vue économique, parce que qu'ils vous souviennent que depuis de nombreuses années, le Bénin et le Niger ont toujours eu de belles coopérations sur un point de vue économique. Le Bénin étant un pays qui est en bordure de mer, le Niger étant un pays de l'Interland, donc il y a toujours eu de belles relations, on va dire économiques, entre nos deux pays. Ne serait-ce que sur un point de vue de transit, on a toujours eu de belles relations et ça a profité aux uns autant qu'aux autres. Je ne voudrais pas... Dans la sous-région.
Oui, exactement, dans la sous-région. Je ne voudrais pas entrer dans d'autres domaines qui ont rapport à l'importation des produits de gros. Quand je pense par exemple aux oignons qui quittent le Niger pour venir au Bénin, ou encore quand je pense aux épices comme le piment et d'autres épices qui quittent le Niger pour venir au Bénin. Je ne voudrais pas entrer dans tous ces détails-là, mais c'est juste dire que entre le Bénin et le Niger, il y a toujours eu de belles relations, que ce soit sur un point de vue économique, notamment concernant le transit, que concernant le marché de céréales et de produits Alors nous allons revenir sur les impacts de cette situation et sur d'autres plans d'ailleurs sur ce plateau. Mais en attendant, Hugues Hector Zogo, dites-moi, est-ce qu'on peut parler d'une montée de tension ou est-ce qu'on doit parler aujourd'hui, à ce stade des faits, d'une rupture diplomatique? Je ne suis pas diplomate, donc je ne vais pas me hasarder à rentrer dans des fonds diplomatiques. Mais ce que nous constatons, c'est que notre pays, le Bénin, a pris la décision donc d'expulser le chef d'antenne de la DGDSE, donc au niveau des services de renseignement nigériens, et également d'expulser une commissaire de police qui était en poste à l'ambassade du Niger dans notre pays, le Bénin. Et les raisons pour lesquelles ces deux ont donc été expulsés, c'est qu'ils sont soupçonnés d'activités subversives. Et le Niger, de son côté, avec la réciprocité, a aussi donc pris la décision de déclarer persona non grata Seydou Imorana, qui est le premier conseiller à l'ambassade du Bénin. Vous savez, depuis juillet 2023, la tension monte entre nos deux États, le Bénin et le Niger. Et cela fait suite, bien sûr, au renversement du président nigérien Mohamed Bazoum. Et donc, à partir de cette période-là, un peu plus de 2 ans déjà, les relations entre les deux États ne sont plus au bon fils. Et on se rend compte que de plus en plus, il y a des rebondissements. Vous savez, l'État béninois a du mal aujourd'hui à coopérer avec l'État nigérien parce que c'est un putschiste qui se retrouve à la tête de l'État nigérien. Et au-delà, quand vous regardez un peu les propos qui sont bien souvent tenus par ce putschiste et sa clique, vous comprenez quand même qu'il y a un manque d'égard à l'endroit de notre pays, le Bénin. Il y a eu plusieurs provocations parvenues du côté du Niger auxquelles notre pays, le Bénin, n'a pas pu répondre. À un moment donné, plusieurs personnalités ont travaillé pour que le calme revienne, parce que quoi qu'on dise, si vous allez aujourd'hui au Niger, vous verrez des ressortissants béninois qui y sont restés, qui ont pris des femmes, qui ont pris peut-être même des maris, et donc qui ont construit leur foyer, leur famille. C'est de la même manière qu'au Bénin ici, vous avez des Nigériens qui sont dans notre pays depuis plusieurs années, qui ont acheté leur lopin de terre, ont construit leur maison, se sont peut-être mariés à des Béninoises ou à des Béninois, et donc qui vivent aujourd'hui sur le territoire béninois comme s'ils étaient chez eux. Donc le Bénin et le Niger se sont retrouvés depuis plusieurs années, deux pays frères ayant de très belles relations, mais malheureusement, cette question
de coup d'État intervenu en juillet 2023 est venu bouleverser pratiquement toutes les donnes. Et depuis lors, nous nous retrouvons à vivre autant de situations difficiles. Alors, Huguette Zogo, quel message chaque pays a-t-il envie d'envoyer à l'autre à travers ces différentes décisions? Non, concrètement. Écoutez, le Bénin est assez clair. Des personnes qui sont soupçonnées d'activités subversives, ça voudrait dire quand même que c'est assez grave. Sur le plan sécuritaire, on ne s'amuse pas. Et quand vous avez peut-être des étrangers sur votre territoire que vous soupçonnez d'un certain nombre de choses, l'attitude responsable à adopter, c'est de pouvoir les expulser de votre territoire et de leur permettre de retourner légalement dans leur pays, donc de retourner chez eux. C'est ce que le Bénin a pu faire. Le Bénin est en droit de le faire. Nous ne sommes pas au niveau du service des renseignements, nous ne savons pas toutes les informations que le service de renseignement a pu avoir aujourd'hui jusqu'à ce que cette décision ait été prise. Maintenant, il revient au Niger de démontrer aux autorités béninoises qu'il n'en est rien de tout ça. Et maintenant, si les autorités nigériennes ont décidé d'adopter la réciprocité, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Parce que le Niger, quoi qu'on dise, même si aujourd'hui il est dirigé par un putschiste, c'est un État souverain. Donc les décisions qui sont prises au nom du Niger sont des décisions souveraines. Donc nous, on va respecter la décision. La preuve, vous avez vu au cours de cette journée, si l'ambassade sera donc fermée, on est arrivé malheureusement à une étape où ça va peut-être être très difficile de rétablir encore les relations entre les deux pays. Avec le Niger. Alors, au-delà de cette question, cet ATEMI, quel message chaque pays envoie à l'autre à travers cette décision ou ces décisions, si vous voulez, en quoi l'expulsion de ces différents acteurs ou personnalités est-ce que l'expulsion de ces différentes personnalités au sein des ambassades est un outil de pression politique? Voilà. Pression politique... Est-ce qu'on peut le dire? Je n'irai pas jusque dans ce sens. Je dirais c'est une façon d'affirmer sa souveraineté. C'est une façon d'affirmer sa fermeté et de pouvoir exprimer le fait que l'on soit intransigeant envers tout ce qui pourrait être un obstacle à la quiétude, à la paix, au bouleversement de la souveraineté nationale et de l'ordre constitutionnel. Parce que, je le disais tout à l'heure dans mon développement, les événements qui arrivent aujourd'hui ont un rapport avec ce qui est arrivé le 7 décembre dernier au Bénin, la tentative de jouer de coup d'État. Et après, vous avez vu toute la communication qui a été faite au niveau, on va dire, gouvernemental, menée par le chef de l'État lui-même. Et dans cette communication, il était dit que toutes les personnes qui avaient un fil ou avaient une quelconque relation avec cette affaire du 7 décembre, on devrait en payer les prix. Donc le service de renseignement au niveau étatique chez nous a trouvé qu'il y avait des points à ces niveaux-là. Ils ont décidé d'agir. Le Niger a agi également. Je dirais que le message qui doit être vu, ou que moi j'entrevois, c'est un message de fermeté, d'affirmation de sa souveraineté, d'affirmation de l'état de droit dans lequel on est et du fait que les règles qui sont établies ici, chez nous, doivent être respectées par toutes les personnes qui se trouvent être sur le territoire national. De l'autre côté, quand il y a action, vous savez, il y a réaction. Donc de l'autre côté, c'est une réaction. C'est une réaction également de fermeté. Elle n'étonne pas, cette réaction du tout, parce qu'on pouvait s'y attendre venant
venant du gouvernement de Tiani. Et donc pour moi, le message qui doit être lu, c'est un message d'affirmation de la souveraineté, d'affirmation de la fermeté et d'affirmation du fait que tout ce qui est règle d'or dans notre pays, autant que dans leur pays là-bas, se doit d'être respecté par toutes les personnes qui se trouvent sur le... Vous étiez en train d'aborder les conséquences au plan commercial et économique, commercial et sur les populations tantôt. Qu'en est-il de la coopération au plan sécuritaire? Au plan sécuritaire, la coopération reçoit un coût forcément. Vous savez, les points de défense et de sécurité au niveau de notre pays qui sont proches de l'État nigérien ont été renforcés depuis. C'est vrai que le Nord se trouve être dans un état d'instabilité, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus stable que ça l'était il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois auparavant. Donc, j'imagine que cela doit être davantage renforcé après l'événement du 7 décembre dernier. Et donc, j'estime que sur un point de vue de coopération sécuritaire, nous ne sommes plus avec le Niger dans une coopération facile où ça allait, où on se donnait, on se serrait les coudes, etc. Non, aujourd'hui, chacun défend son périmètre. Aujourd'hui, chacun défend son territoire. Aujourd'hui, chacun fait en sorte que l'autre ne puisse pas lui marcher dessus, etc. On se regarde quelque peu, on va dire en chaîne faïence. On se méfie et les relations sont ainsi. Une chose est sûre, ça ne va pas virer au drame. Enfin, c'est dans la prière de personne. Ça ne va pas tourner au drame. Donc, pour ce qui est de la coopération militaire et sécuritaire entre le Bénin et le Niger, les choses n'ont pas pour autant changé, sinon que les points de défense et de sécurité au niveau de chaque pays sont davantage renforcés. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut parler on peut dire qu'aujourd'hui, que cette crise bilatérale peut s'étendre au plan sous-régional? J'ai l'impression qu'elle est déjà étendue au plan sous-régional. Et quand je prends le plan sous-régional, je pense premièrement aux différents pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et puis le Niger. Les relations entre le Bénin et ces trois pays ne sont plus comme elles l'étaient avant que ces pays-là ne puissent être aujourd'hui dirigés par des hommes de l'armée. Et donc, elle est déjà étendue à ce niveau-là. Et sur un point de vue des autres pays qui sont toujours au niveau de la CEDEAO, le Bénin se trouve être soutenu par tous les autres pays qui sont encore là, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire le Togo sans mettre des parenthèses, et tout le reste. Donc, pour moi, c'est déjà étendu au niveau sous-régional. Enfin, chacun respecte les positions des autres et chacun respecte également sa position. On fait en sorte à ce qu'on ne puisse pas piétiner sur les droits de l'autre. Et puis, les intérêts des autres. Et puis, quand les choses sont de cette façon-là, j'estime que quand vous êtes dans une contrée, dans une même sphère régionale ou sous-régionale si vous préférez, et que vous devez vous comporter de cette façon-là, les choses n'avancent pas pour autant bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la liberté de la circulation des biens et des personnes, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'au-delà de cela, nous puissions avoir entre les États membres une coopération vraiment franche, une coopération vraiment, je dirais, liée sur le respect des uns et des autres, sans pour autant être prêt à braquer l'arme sur l'autre dès qu'une petite erreur se ferait. Et donc, je pense que quelque part, dans la tête de nos populations qui sont proches des frontières que je viens de citer là, ils doivent être en train de vivre tout le temps dans la psychose. Alors, Hugues-Hector Zogo, partagez-vous cette lecture des différentes conséquences de cette crise entre le Bénin et le Niger au plan sécuritaire, au plan commercial et sur les populations des deux pays? Je pars d'abord du plan sécuritaire. Et partons des faits. C'est le Bénin qui expulse 2 ressortissants nigériens. Et c'est pour des raisons où on parle de menaces. On parle de menaces à l'intégrité territoriale même, puisque
ce pourquoi ils sont expulsés de notre territoire, c'est parce qu'ils mènent des activités subversives. D'accord? Des activités subversives. Des gens qui mènent des activités subversives sur votre territoire constituent une menace pour l'État même. Donc, à partir de ce moment, déjà, il y a un problème sur le plan sécuritaire. Ça voudrait dire que ces personnes-là pourraient même travailler à un moment donné pour déstabiliser l'ordre social établi en République du Bénin. Des personnes qui se retrouvent dans cette posture, que voulez-vous que l'État béninois fasse si le service des renseignements a pu obtenir des informations fiables et faisant donc état de ces faits? C'est des faits assez graves. Et vu les antécédents, vu par exemple ce à quoi notre pays a été confronté, tel le disait si bien Seth Atemi tout à l'heure, le 7 décembre 2025, il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse maintenir encore de pareilles personnes sur notre territoire. Donc, la décision à pouvoir prendre, c'est cette décision-là que l'autorité d'État a prise. Maintenant, le Niger qui applique la réciprocité, ce n'est pas un problème qu'ils aient appliqué la réciprocité. C'est vrai que sur le plan diplomatique, ça pourrait déranger parce que si la diplomatie est toujours mise en place, ça permet le dialogue, ça permet de calmer les tensions de part et d'autre pour que l'on puisse essayer de voir dans quelle mesure les deux États puissent continuer leur coopération. Maintenant, si vous avez des personnes se retrouvant ou des personnes qui sont issues de pays frères et amis, qui viennent sur votre territoire et qui ne peuvent pas être conformistes, qui ne peuvent pas être constructifs, c'est connu de tout le monde. Nous allons revenir aux conséquences. Oui, c'est-à-dire que si on n'explique pas le fait, si on n'explique pas ce qui s'est effectivement passé, on va penser un instant que le Bénin s'est levé du jour au lendemain pour expulser des Nigériens. Ce pourquoi ces Nigériens-là sont expulsés, c'est des faits suffisamment graves. On dit des activités subversives. Et quand on parle d'activités subversives, allez voir ceux-là qui... C'est des activités qui pourraient bouleverser l'ordre établi. Exactement. Donc, quand vous vous intéressez un peu, je vais dire, aux personnes qui sont dans le domaine sécuritaire, tout de suite, on vous dira, attention, il y a danger. Si le service des renseignements béninois ne fonctionnait pas correctement, à quoi on pourrait assister? Surtout que le 7 décembre dernier, on a vu dans notre pays, malheureusement, des citoyens béninois qui ont voulu bouleverser l'ordre constitutionnel. Et vous avez vu l'attitude de la plupart de ces Nigériens-là à travers la guerre de la communication sur Internet. Ils ne sont pas des Béninois. Ils sont des citoyens nigériens. Mais ils ont été ceux-là qui ont le plus travaillé à vouloir mettre dans la conscience collective du reste du monde que le Bénin était au bout du chaos. Fort heureusement que nos forces de défense et de sécurité publique ont pris la décision de rester loyales à la République. Donc à partir de ce moment, s'il y a des citoyens venant de ce pays-là qui se retrouvent dans de pareilles activités et décelés par le service des renseignements, la seule chose à faire, c'est de pouvoir les expulser. Maintenant, si Tiani trouve que la réciprocité l'arrange, ce n'est pas un problème. Le Bénin va juste constater. Quand vous parlez de conséquences, vous avez vu depuis que les frontières ont été fermées, je ne trouve plus autant d'activités qu'on est en train de mener de part et d'autre. Les populations en souffrent. Les Nigériens,
ne sont pas aujourd'hui dirigés par des Béninois et ce n'est pas aux Béninois de dire aux Nigériens les autorités qui vont pouvoir les diriger. Si les Nigériens sont heureux de vivre dans leur pays ayant à leur tête un putschiste, tant mieux. Puisque c'est leurs autorités, c'est l'arrivée de leurs autorités, de ces putschistes-là, qui est conduit à toute cette tension-là qu'on est en train de connaître aujourd'hui au Bénin. Ne nous leurrons pas. Donc, les questions diplomatiques, ça va peut-être se poursuivre dans les coulisses et on espère que ça puisse prospérer. Mais on ne peut pas permettre à ce que des personnes qui se retrouvent au cœur d'activités subversives puissent se retrouver sur un territoire, quitte à dire que c'est des citoyens d'un pays frère ou d'un pays ami. Ce n'est pas possible. Alors, cet Atemi, quelle solution pour une désescalade? Je pense que la première solution serait, certains penseraient que c'est de l'ordre de l'utopie, mais je pense que la première solution serait véritablement que les deux chefs d'État discutent. Qu'un véritable dialogue franc puisse se faire au-delà des différentes positions, au-delà de tout le reste. Oui, je pense au-delà. Si, à défaut, en présentiel, ce n'est pas possible de se faire, que cela puisse se faire, je pense que de façon diplomatique, on pourrait organiser, ne serait-ce que un dialogue via la téléphonie ou via la communication, et que les deux chefs d'État puissent véritablement discuter, à défaut qu'une rencontre diplomatique puisse se faire entre les différents états-majors de nos deux... en présentiel. Oui, exactement, pour que cela puisse aller de l'avant. Parce que, au-delà de tout, les personnes qui en souffrent le plus, ce sont les populations, malheureusement. Et donc, que l'on soit crampé sur une position ou sur une autre position, il faut lâcher un peu prise et penser aux populations, au nom de qui on jure par tous les dieux qu'on est en train de faire des choses pour leur bien et pour leur bien-être. Donc je pense que la chose la plus idéale serait ce qui n'est pas encore arrivé depuis, un dialogue entre les deux chefs d'État. Donc je pense que ce serait la meilleure solution. Maintenant, je suis sûr qu'au niveau de nos différentes diplomaties, des choses se font déjà pour que une amélioration puisse arriver. On ne pourra que leur souhaiter bonne chance et que cela puisse permettre que cette crise soit définitivement endiguée. Quel pourrait être l'apport des institutions internationales telles que la CEDEAO ou encore l'Union africaine dans cette crise? Écoutez, la CEDEAO a déjà commencé par faire des actions dans ce sens-là. Elle pourra peut-être continuer à mener des actions pour que cela puisse porter fruit. Qu'ils vous souviennent que récemment, il y avait déjà eu une sorte de mini-bruit entre le Nigeria et le Burkina Faso. Je parle de cet avion qui a violé l'espace aérien burkinabé. Une solution a été trouvée. Une équipe diplomatique du Nigeria s'est rendue au Burkina Faso et puis les choses n'ont plus tourné au vinaigre, pas du tout. Au contraire, il y a eu un accord pacifique entre les deux États. Et il a suffi juste que ce qui doit être fait puisse être fait. Donc je pense que si je m'en tiens seulement à ça... Cet exemple-là? Oui, à cet exemple-là, une solution pourrait être également trouvée entre le Bénin et le Niger afin que les relations, à défaut de revenir au beau-fils, puissent retrouver une certaine accalmie, un certain tempérament pacifique et que même si les frontières ne devraient pas être ouvertes, que les deux diplomaties puissent continuer à fonctionner, l'une au Niger et l'autre ici au Bénin. Donc je pense que c'est encore faisable. Et l'Union africaine également devrait agir et si ça ne parvient pas, s'il y a une autre instance qui peut gérer, il n'y a que les Nations Unies. Parce que les deux nations, je crois, font partie des Nations Unies. Donc, on peut encore aller au-delà si c'est nécessaire. Alors, Hugues-Hector Zogo, la même question que je poserai autrement. Pour vous, le dialogue peut-il encore être possible entre les deux pays? Nous sommes deux nations frères ou deux nations sœurs. Voilà, nous sommes deux nations sœurs. Donc, on ne peut pas, déjà a priori, se permet de dire qu'il n'y aura pas de dialogue. J'ai démontré tout à l'heure qu'il y a
autant de ressortissants béninois qui se trouvent sur le territoire nigérien qu'autant de ressortissants nigériens qui se retrouvent sur notre territoire. Maintenant, il y a une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Le Bénin a été lynché sur le plan médiatique par l'actuel chef d'État ou l'actuel chef de transition, je ne sais pas la terminologie qu'ils utilisent. De toutes les façons, je sais qu'il y a un putschiste à la tête de leur État au niveau du Niger. Et donc, il a lynché notre État, le Bénin, sur le plan médiatique. Et il a fait quand même des déclarations assez graves, surtout sur le plan sécuritaire. Et c'est en cela que je trouve qu'avant que cette relation soit effectivement rétablie, qu'il y ait peut-être des élections au Niger et que la junte puisse passer la main aux civils. Parce que tant que cette junte-là sera au pouvoir, parce que ce qui se fait ou ce qui se passe au niveau de la junte, c'est qu'ils sont arrivés, ces militaires-là sont arrivés au pouvoir sans un programme d'action. Et donc, il faut au fur et à mesure vendre du vent, comme on le dit, aux populations nigériennes. Au moment où ça se passe de cette manière-là, au Bénin, dans mon cher pays, il y a des infrastructures qui sortent comme des champions. Et donc, ça crée en fait d'une manière ou d'une autre de la jalousie. C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde en veut au peuple béninois. Ne nous leurrons pas. C'est parce que le Bénin est en train de connaître une certaine transformation. Et donc, si on ne s'en prend pas au Bénin sur le plan sécuritaire, si on ne met pas dans la conscience collective de ces peuples de l'AES qu'en réalité, collaborer avec le Bénin, c'est un danger pour leur État, ça risque de réveiller le sens de citoyenneté active au niveau de ces populations-là, quitte à demander à travers donc des rencontres de masse, des rencontres populaires, que le pouvoir soit concédé aux civils. Donc, ils sont dans une stratégie militaire. C'est une stratégie qui est très bien connue et ça leur marche correctement. Donc, pour moi, aujourd'hui, est-ce que la paix... Il n'y a pas de tension en réalité. Quand on parle de tension, il n'y a pas une guerre entre le Niger et le Bénin. Il n'y a pas une tension entre le Bénin et le Niger. S'il y avait une tension, ben, tous ces Nigériens-là qui sont au Bénin, ils y sont encore. On a nos frères qui sont encore sur le territoire nigérien. Pourquoi ils n'ont pas quitté le territoire nigérien pour rentrer chez eux? Bien qu'on ait parlé de frontières fermées de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils s'y plaisent, ils se retrouvent à l'aise sur l'un ou l'autre territoire. Mais le grand défi se retrouve au niveau des autorités. Patrice Talon, président de la République du Bénin, constitutionnellement élu, trouve qu'il n'a pas à faire allégeance à un putschiste. Un putschiste qui a du mal à gouverner son État, à offrir l'eau, l'électricité, construire des écoles, construire des centres de santé, et ne sachant quoi offrir aux populations pour rester au pouvoir, se sert donc de stratagèmes politiques, présenter aux populations qu'il y a une base militaire française sur le territoire béninois. Or, on connaît très bien aujourd'hui la position du citoyen nigérien vis-à-vis du colon français. Et donc, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Certes, on aura fermé l'ambassade aujourd'hui, mais ça n'empêchera pas nos frères nigériens qui sont sur le territoire nigérien de continuer par mener les activités qu'ils ont l'habitude de mener avec nos frères béninois qui vivent sur le territoire béninois.
c'est vrai que les transporteurs ont assez souffert, énormément souffert. Notre port, le port autonome de Cotonou, on dirait que le président nigérien, je veux parler du putschiste bien évidemment, avait pensé un instant que c'est le Niger qui constitue la richesse du port autonome de Cotonou. Et vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme chantage. Donc, à un moment donné, le Bénin, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais le Bénin peut, à un moment donné, quand même se sentir fier de cette route-là qui a été entreprise, de ce sacrifice-là qui a été consenti par son peuple pour faire respecter la souveraineté et l'autorité d'État. L'autorité d'État. Quand on présente le Bénin aujourd'hui à l'international, il y a tout de même le respect qui est concédé à notre État parce que l'autorité de l'État est respectée. On n'aurait pas souhaité ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Personne ne l'aurait souhaité. Mais quand vous avez des autorités à la tête d'un État qui ne font que flasher, qui ne font que lyncher toute une nation, tout le temps, que voulez-vous qu'on fasse? Vous avez vu le président Boni Yahi et le président Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, qui se sont déplacés vers le Niger pour demander à ce que la balle soit mise à terre. Vous avez vu le président Patrice Talon, au début de cette crise-là, lancer plusieurs appels à son homologue. Maintenant, si les gens ne sont pas ouverts au dialogue, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien d'autre. On va attendre peut-être qu'un autre chef d'État se retrouve à la tête du Niger pour tenter. Ou peut-être que quand Patrice Talon partirait de la tête du Bénin, celui qui viendra le remplacer trouvera la formule magique pour discuter. Donc pour vous, tout simplement, le dégel, ce n'est pas pour demain. Non, ce n'est pas pour demain. Tant que ça va se poursuivre là, parce que là, écoutez, vous vous retrouvez à la tête d'un État et on dit qu'il y a des étrangers qui sont sur votre territoire et qui mènent des activités subversives. Ça dit tout. Nous allons aborder à présent un autre sujet. Il s'agira de l'entretien du ministre Abimboula sur les Vodun Days. Les Vodun Days permettent de dédiaboliser le vaudou. Ce sont les propos du ministre du Tourisme. Alors, cette Atemi. Carole. Quelle est votre lecture? Comment cet événement aujourd'hui qui draine du monde au plan international, qui valorise la culture béninoise au-delà de nos frontières, puisse dédiaboliser, changer le regard, les préjugés sur notre tradition qu'est le vaudou? Simplement continuer à faire long feu. Écoutez, je pense que, premièrement, il y a des personnes qui, malheureusement, se disent que quand on parle du vaudou, quand on parle du Bénin, ils font référence directement au vaudou. Et pour eux, le vaudou, c'est tout ce qu'il y a comme magie noire. Je vais appeler un chat, je vais parler de sorcellerie. Quand on vous parle du beau, vous pensez que ce n'est que de mauvaises choses, etc. Non, pas du tout. Le Vodun Days se trouve être d'abord un festival. Donc, un festival, c'est faire la promotion de tout ce qu'il y a comme valeur endogène, valeur culturelle, valeur cultuelle, et montrer également tout ce que nous avons de beau à travers les Vodun Days. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une cérémonie inaugurale qui permet de pouvoir faire montre un peu des différentes valeurs que nous avons en parlant des Vaudons. Donc, c'est un festival qui davantage promeut notre pays, le Bénin. Cette année, en 2026, je crois qu'il y aura 3 ou 4 jours même, je crois, pour les festivités. Ça commence le 8. Le 8.
Et ça le finit 8 étant chômé, le 9 exactement, également. donc 8, 9 et 10. Donc ça fait 3 jours pour mettre le Bénin au diapason mondial en fait. Et des personnes se déplacent véritablement pour venir assister à ce festival-là. Vous avez remarqué également que de plus en plus la ville de Ouidah fait peau neuve. Elle change au fur et à mesure que les années avancent. Et donc je pense que la communication que le ministre de la Culture vient à point nommé, parce que dédiaboliser le vaudou dans la tête des personnes, parce qu'il ne faut pas penser qu'il y avait déjà le diable là, non. On le dédiabolise dans la tête des personnes, dans l'esprit des personnes qui pensent que le vaudou n'est que diable, n'est que magie noire, n'est que sorcellerie, n'est qu'une chose qui ne vise qu'à faire du mal à son prochain ou à qui que ce soit. Parce qu'ils arrivent, ils voient des choses qui, dans leur ordre, semblent être de l'extraordinaire, mais ce sont des choses qui font partie de nos valeurs culturelles, de nos valeurs endogènes, et donc que nous mettons à la disposition totalement du monde. Vous verrez que de plus en plus, les couvents sont ouverts aux personnes qui désirent pouvoir y venir et pouvoir s'y instruire, parce que en fait, c'est un savoir, en fait. C'est un savoir que nous avons, c'est un savoir et que nous mettons également à la disposition de toutes les personnes qui veulent aller à cette école-là. Et elle est ouverte à toutes les personnes qui veulent bien y aller. Donc, pour moi, cette communication, elle est bien faite. Et quand on se réfère un peu à la thématique qui est prise pour cette année, elle vient à point nommé. Et je pense que pour cette troisième édition, je crois que nous sommes Tout à fait. Oui, à la troisième édition. La deuxième édition après celle inaugurale. Oui, bien sûr. Mais pour toujours troisième. Il tient à cette expression-là. Pour cette troisième édition, comptant l'édition inaugurale. Exactement. Je crois que pour cette troisième édition, le Bénin va faire encore davantage fort. Et c'est pour ça que j'apprécie à juste titre le fait que nous ouvrons, au-delà de tout ce qui est cultuel, nous ouvrons également l'espace culturel à travers les différents concerts qui sont organisés et pour lesquels le Bénin se fait devoir et donne l'exemple de la coopération. On parlait de coopération tout à l'heure, en invitant des artistes venant d'autres pays. Et cette année, par exemple, il y a Mewe qui vient de Côte d'Ivoire, qui arrive, et Mewe qui, au-delà du zoblazo qu'il fait, aborde également des rythmes traditionnels de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il y a des vidéos qui arrivent également, qui lui vient du Nigeria, et il y a la mère béninoise qui sera là, notre maman nationale, Angélique Kidjo, avec ses 4 Grammy Awards, qui sera à Ouidah également cette année, pour pouvoir faire une nouvelle fois montre de tout le talent qui lui est connu mondialement. Donc pour moi, dédiaboliser seulement dans l'esprit des gens, je tiens à ce que les gens puissent le comprendre ainsi, parce que c'est dans l'esprit des personnes, de certaines personnes qui pensent que le vaudou n'est que magie noire, qu'il faut faire cette dédiabolisation. Mais est-ce que les Vodou Days suffisent à elles seules. Bon, si nous considérons cet événement seul, à changer la pensée, les préjugés des uns et des autres. C'est petitement que cela se fait, c'est petitement que cela se fera, je le dis, parce qu'il y a déjà des actions qui sont faites. Vous remarquerez qu'à travers toute l'année qui vient de s'écouler, plusieurs activités ont été organisées. En décembre dernier, encore le professeur Doji Amouzoui a organisé un festival pour montrer que nous avons des valeurs endogènes qui sont très fortes et vers lesquelles il faut aller, des valeurs endogènes qui nous permettent de mieux pouvoir nous protéger. Et je remonte un peu plus loin pour dire que du temps de nos ancêtres, c'était les vaudous, c'était nos petites nos divinités qui protégeaient les régions, qui protégeaient les villages, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de maladies qui viennent décimer les populations, de sorte à ce que chaque famille puisse être protégée. Et donc, au-delà des Vodou Days, je pense que le programme qui permet de sorte à ce que des initiatives puissent être menées de part et d'autre sur toute l'étendue du territoire national et au-delà sur le digital également,
pour montrer aux gens que tout ce que nous avons comme valeurs endogènes sont des valeurs qui nous viennent de nos ancêtres, mais que ce sont des valeurs qui ne permettent pas de pouvoir faire du mal à son prochain ou faire du mal à qui que ce soit. Ce sont des valeurs qui nous sont propres et ce sont des valeurs pour lesquelles nous nous battons. Ce sont des valeurs qui constituent aujourd'hui une certaine fierté de la population béninoise. Hector Zogo. Alors, les Vodun Days sont au rendez-vous. Le ministre qui nous fait savoir qu'il faut dédiaboliser le vaudon. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec qui trouve que c'est dans la conscience que ça doit pouvoir se faire parce que le vaudon n'est pas le diable. Alors, je vais l'aborder sous deux angles. Il y a l'angle culturel et puis l'angle cultuel. Quand on prend le vaudon en tant qu'entité culturelle, ça fait ressortir les valeurs, les traditions, les coutumes, les arts, la littérature. Ne soyez pas surpris, par exemple, d'avoir au Vodun Days plusieurs écrivains qui sortent des ouvrages sur le vaudon. Et tout ça, donc, a trait au culturel. Ça n'a absolument rien à voir avec le vaudon entité cultuelle. Quand on parle du vaudon entité cultuelle, on fait référence donc aux pratiques religieuses même, on fait référence aux rites, on fait référence aux cérémonies, on fait référence aux libations, tout ce qui se vit en fait sous l'angle ou sous le prisme du sacré. Et ça, c'est exclusivement réservé aux initiés. Par contre, ce qui veut se vivre au niveau du Vodun Days, c'est le culturel. Et regardez bien, la richesse de ce festival-là, les Vodun Days, c'est que vous avez, par exemple, des chrétiens catholiques qui sont les premiers acteurs de scène au Vodun Days. Vous avez peut-être des protestants, vous avez peut-être des musulmans, vous avez peut-être des chrétiens célestes qui sont les premiers acteurs. C'est-à-dire que quand on doit mettre en place la scène des Vodun Days, les personnes qui détiennent effectivement les compétences pour pouvoir le faire, ces personnes-là viennent de ces religions-là. Mais la particularité, c'est que ces personnes n'ont pas de difficulté à travailler pour présenter toute la beauté, toute la dimension du vaudou, simplement parce qu'on a dédiabolisé le vaudou de leur conscience. Pour leur dire, mais c'est pas parce que aujourd'hui vous êtes en train de nous aider à vendre l'identité vaudou que vous êtes systématiquement vaudou ou vaudou si. Il n'y a pas que du mauvais dans le vaudou. Vous savez, quand on doit s'intéresser un peu à nos valeurs endogènes, et paix à l'âme du professeur Honorat Aguessi, qui, depuis 1992, a pu créer un institut aux valeurs endogènes dans notre pays, l'IDE, l'Institut de développement et d'échange endogène. Et cet institut qui organisait, par exemple, l'université de la pertinence, où les sachants et les savants, pendant le mois d'août de chaque année, travaillaient à partager ce qu'on appelle la connaissance endogène avec les jeunes, pour leur permettre de comprendre que le vaudou n'est pas le diable, le vaudou n'est pas le mauvais qu'on tente de présenter. Moi, je ne suis pas vaudou si. Je ne suis pas adepte du vaudou. Mais je peux vous dire que dans le vaudou, il y a du bien. Dans le vaudou, il y a du beau. Dans le vaudou, il y a du bon. Parce que le vaudou, en réalité, c'est le Dieu. En fait, je ne dirais pas le Dieu, c'est Dieu que moi, en tant que chrétien catholique, j'adore. C'est ce Dieu-là que mon autre frère, qui ne partage pas la même foi avec moi, adore aussi. Donc, à un moment donné, on a mis dans notre conscience, malheureusement, que dès qu'on parle du vaudou, c'est systématiquement le mal. Synonyme du mal. Synonyme du mal.
Or, qui veut s'approcher du mal? Personne. Donc, ça a créé donc une certaine distance. Et les gens étaient obligés, quand ils entendent le mot vaudou quelque part, c'est la peur. Donc, ils étaient obligés de prendre distance. Mais aujourd'hui, le Bénin veut vendre autrement cette valeur endogène, cette valeur de nos ancêtres. Donc, en donnant plus de pouvoir aux vaudounos, pour leur dire, attention, c'est vrai que dans le vaudou, il n'y a pas que du mauvais. Mais travaillez aussi en votre sein pour que tout ce qu'on voit de loin, de mauvais, que ça ne soit plus pris sous cet angle-là. Regardez un exemple simple. Il y a quelques années en arrière, on pourrait vous dire que pour ériger peut-être le legba, ou pour ériger, en tout cas, un vaudou, qu'il faut couper la tête d'un homme et qu'il faut mettre sous terre. Ça, c'est des préjugés, c'est des choses que nous avions entendu dire. Et malheureusement, il n'y a pas eu des documents scientifiques, d'accord, qui nous a permis de comprendre que oui, effectivement, il y a quelques années en arrière, voilà ce qui se faisait. Le contexte dans lequel ça se faisait. Mais aujourd'hui, voici ce qui se fait. La religion chrétienne catholique, dont je suis partisan, cette religion-là a travaillé d'une manière ou d'une autre à l'esclavagiste. Mais il y a eu tout un tas de documents, des tonnes de documents qui ont été rédigés pour soutenir même comment est-ce que l'Église catholique a accompagné l'esclavage. Et quand vous lisez, en tant que chrétien catholique, vous vous faites votre idée pour dire, ah mais en réalité, à ce moment précis-là, à cette époque-là, ce que ma religion faisait, ce n'était pas pour autant mauvais. Donc, on a évolué dans le temps. Donc, aujourd'hui, avec les vaudou déis, c'est cette dynamique-là qui permet, non seulement au Bénin, mais au reste du monde entier qui pratique le vaudou, de transcender nos insuffisances, de pouvoir dire qu'est-ce que nous voulons célébrer. Qu'est-ce qu'est le vaudou effectivement? Il y a autant de questions. Et les personnes qui devraient normalement trouver plus de matière et qui ne se mettent pas au travail, ce sont les sociologues, ce sont les anthropologues, ce sont les socio-anthropologues. Parce que ça fait 3 ans qu'on est en train de parler des vaudou déis. À l'extérieur, vous voyez les afro-descendants qui, effectivement, constituent un peuple ou une communauté qui veulent découvrir, qui veulent avoir accès à la connaissance. Mais ceux qui doivent faire le travail sur le terrain, ceux-là qui doivent rencontrer les vaudounos, les vaudous-ci, pourquoi par exemple, à 50 ans, dès qu'on vous envoie au couvent et que vous vous retrouvez au couvent, peut-être 3 mois d'initiation après, vous êtes obligé d'entendre une autre langue et de parler couramment cette langue-là, alors que vous avez de difficultés à parler par exemple la langue anglaise à laquelle vous avez été formé sur 10 ans, 15 ans. Plusieurs années. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la transformation qui se vit? Ça seul, ça peut constituer un ouvrage. Donc il y a de la matière chez nous aujourd'hui. Mais malheureusement, nous ne nous mettons pas au travail. Nous ne voyons pas tout ce que l'organisation de cette activité-là peut apporter aux sociologues. Nos universités ont formé des sociologues, des anthropologues, mais qui malheureusement n'ont pas encore saisi la chance, l'opportunité qui leur est offerte là. Donc, à travers ce débat, je trouve que l'appel leur est lancé. Parce que ce n'est qu'eux qui peuvent effectivement nous permettre de mieux découvrir tous les pans de cette religion-là. Tout ce qu'il y a comme cultuel, tout ce qu'il y a comme culturel, tout ce qu'on peut essayer de valoriser,
les mieux outillés à pouvoir nous permettre d'avoir la connaissance. Ce sont eux. Alors, Maintenant, un dernier élément pour que vous puissiez mieux apprécier ce dont je Qui parlais, viendra d'ailleurs en mettre un terme faisant à cette référence rubrique. aux chrétiens qui prennent le devant aujourd'hui en organisant cette activité-là. Prenez par exemple le rite Adiogan. D'accord? Le rite Adiogan de Dans la la religion religion chrétienne catholique. tout à fait. C'est un rite vaudou. La musique, les flèches, la Exactement. danse. C'est Oui. un rite vaudou. Tout le bruitage qui Le- est fait oui, autour, qui est fait. oui, les pas qui sont menés et tout. L'habillement L'habillement aussi. des choristes. Sont mérités. Évidemment. Donc, si ce rite-là, qui se retrouve être un rite vaudou, était pour autant mauvais, ce ne serait pas transposé Ou adopté. ou adopté par l'Église catholique catholique. aujourd'hui. Les chrétiens catholiques, c'est-à-dire les pères missionnaires de l'époque, ont trouvé la formule pour faire vivre les valeurs endogènes La preuve aux de chrétiens. bon vivre ensemble. Notre vivre ensemble. Vous aviez par Au plan exemple, religieux. au plan religieux, vous avez la basilique mineure de l'Immaculée Conception de Ouida qui Qui se est retrouve juste en face. en face donc du temple des Pitons. Quand vous parcourez l'histoire, vous vous rendez compte que en réalité ce sont les Vaudounos et les Vaudouns-ci qui ont travaillé pour la plupart du temps à la construction de la basilique en 1909, si mes souvenirs sont bons. C'est même eux qui ont donné l'espace. C'est même pour la eux qui ont donné l'espace. Donc, aujourd'hui, le Bénin est en train de vouloir connaître une sorte de révolution. Refaire le débat, donner à Pierre ce qui est à Pierre, à Jean ce qui est à Jean, et rétablir la justice sociale. Donc, pour moi, À Vaudon, ce c'est qui est à une- Vaudon. À Sago, Enfin. ce qui est à Sago. Hein. Merci. au-delà de ça, chacun nourrit sa foi. Je nourris ma foi. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir reconnaître le mérite de ce qui se fait par l'autre, qui a aussi le droit de voir sa foi respectée. Un événement qui impacte également sur d'autres plans. Bien Nous sûr. n'avons plus le temps d'en parler. Au plan touristique Oui, touristique, également. économique également. Économique également. Donc on va peut-être pouvoir, dans une autre émission, pouvoir en parler. Mais c'est un événement qui a un caractère multiple et qu'il faut pouvoir... Pérenniser surtout. Oui, surtout pérenniser. De sorte à ce que Avec ça le puisse... départ du président de la République, il ça faut va se tout- pérenniser. Forcément. Cet événement va se pérenniser. Il n'y a qu'à voir tout le changement qu'il y a autour, tout l'engouement que tout le peuple Toutes les innovations porte apportées. autour. Donc, Vous avez ça aujourd'hui va se pérenniser. la porte du non-retour qui a été reprise, Reconstruit, oui. reconstruite. Ça fait désormais 17 mètres de hauteur. Mhm. Vous avez le bateau Le bateau, oui. qui fait plus de 42 mètres. Et donc, il y a de la matière, Plus imposant. Mhm. très imposant. Alors, merci Hugues Hector Vous avez Zoko. également la reine, hein, la Tout à reine. fait. Notre Colisée béninois. Tout à fait. Merci Hugues, merci. C'est Athémie.